Bonsoir à toutes et à tous. Heureuse de vous retrouver dans Décryptage 360, votre rendez-vous d'analyse de l'actualité nationale et internationale. Et ce soir, deux sujets retiennent donc particulièrement notre attention. D'abord, au Burkina Faso, le gouvernement maintient officiellement la fin de l'année scolaire au 15 juillet 2026, une décision qui s'inscrit dans une volonté de promouvoir davantage la culture, la citoyenneté et les valeurs éducatives, donc à travers le mois artistique et culturel dans les écoles. Puis direction au Niger où 9 médias ont été suspendus donc pour des manquements jugés graves par les autorités. Une décision donc qui relance le débat sur la régulation des médias et la liberté donc de la presse dans la sous-région. Deux sujets sensibles, deux réalités différentes, mais au fond une même interrogation: comment concilier autorité, responsabilité et intérêt général? C'est le débat de ce soir dans Décryptage 360. Et pour en parler avec nous sur ce plateau, Monsieur Tel Konaté, secrétaire général du cadre 2 heures pour Kamita. Bonsoir, Monsieur Konaté, bienvenue. Alors, bonsoir, ma chère, et bonsoir également à l'ensemble des téléspectateurs de la chaîne Kaziba TV. Merci d'être avec nous. Alors que certains établissements donc envisageaient déjà donc une fermeture anticipée, le ministère de l'enseignement de base rappelle que l'année scolaire se poursuit officiellement jusqu'au 15 juillet 2026, une décision liée notamment donc à l'organisation du mois artistique et culturel dans les écoles publiques et privées. Objectif: faire de la période post-examen donc un temps d'apprentissage autour de la culture, de la citoyenneté et des valeurs nationales. Alors que cette initiative donc peut-elle transformer l'école burkinabé et surtout garantir donc son application sur le terrain? Alors, Monsieur Konaté, pourquoi était-il important pour le gouvernement de rappeler officiellement que l'année scolaire va jusqu'au 15 juillet? Alors, je crois que dans la note récemment rappelée par le secrétaire général du ministère de l'enseignement de base, il est rappelé que cette programmation qui pousse la fin de l'année scolaire jusqu'au 15 juillet est conforme à une mesure qui émanait en tout cas de la signature de plusieurs ministères déjà. Je pense que c'était une note conjointe de 3 ministères déjà, et ensuite elle a été complétée d'une note en mai même de cette année, justifiant que à partir du mois du 15 juin, il y aurait, on appelle ça, le mois des activités artistiques et culturelles. Donc, du point de vue légal, en fait, la note n'est pas du tout discutable. Du point de vue aussi de la volonté de faire de l'école un espace de formation de l'être du citoyen, parce qu'on a dit que nous sommes à révolution, il faut faire en sorte que l'enfant que l'on forme à l'école soit conforme aux valeurs de la révolution, en tout cas aux valeurs que l'on veut pour les citoyens de demain. Cela peut également justifier que l'on veuille retenir l'enfant un peu plus longtemps à l'école, en vue justement de faire de lui le visage, le miroir de cette révolution à partir de l'école. Parce qu'il faut bien comprendre, l'école est un espace d'immersion. Voilà, c'est un espace d'immersion pour la vision politique, parce que c'est un espace éminemment idéologique, donc dont le gouvernement doit savoir user pour transformer la société. Parce que lorsque ce n'est pas fait, c'est d'autres entités qui le font. Et à l'exemple d'ailleurs, sous la colonisation, je crois que l'année scolaire s'est terminée exactement à la même date, le 15 juillet. Le 15 juillet, parce que la fête nationale de la France était le 14 juillet et il fallait maintenir les enfants jusqu'au 14 juillet. Et le régime colonial savait exactement ce qu'il devait faire de l'enfant que l'on envoyait à l'école. Il fallait le faire immerger dans l'école coloniale qui était en quelque sorte l'espace où on devait le faire découvrir la France, le faire se sentir français, faire en sorte qu'il ait plus d'attachement vers la France qu'envers sa culture, ce qui justifiait qu'on puisse le maintenir plus longtemps à l'école, là où il y avait la vision française du monde, et en le gardant loin justement de sa famille. Alors, dans le cadre de la révolution actuelle, on a une vision du monde aussi, une vision de fabriquer un nouveau être. Ce nouveau être, c'est un homme qui a des valeurs, on va dire civiques d'abord, qui a un certain amour pour sa culture, pour l'endogène, qui a des capacités artistiques, qui comprend la valeur de l'artistique et qui est capable d'intégrer tout ça dans sa formation humaine. Donc, je crois que cela peut justifier que l'on maintienne les enfants un peu plus longtemps, du 15 juin au 15 juillet. Alors, M. Konaté, pourquoi ça fait des gorges chaudes? Parce qu'après la note, nous avons vu donc des réactions de certains enseignants. Quelle lecture vous en faites? Alors, les bonnes choses se justifient à plusieurs titres, certains avec juste raison, il faut bien les reconnaître. Parce qu'il y a une distinction entre ce que nous avons en ville et ce que nous avons dans les campagnes.
Je disais tantôt que l'école est une institution de la République. C'est une institution où l'État doit déployer sa volonté auprès de l'enfant qui est une propriété de l'État. L'État doit le former, il appartient aux familles. Alors, dans les campagnes, il est clair que les enfants aident souvent dans les activités champêtres, dans les activités familiales et autres. Mais la contribution de l'enfant n'est pas si importante au point, justement, par exemple, de le faire sortir de l'école, là où l'État peut déployer une vision. Il y a aussi une des raisons qui justifie un peu la levée des boucliers du monde enseignant, qui est que, bon, voilà, ils sont habitués à aller en vacances en mai, quasiment pour la plupart. Et là, il s'agit justement d'ajouter un mois de plus. Bon, vous savez, un bon travailleur n'aime pas trop, il aimerait bien avoir plus de repos, ça c'est justifié. Sinon, du point de vue des parents, même si on comprend qu'il y en a qui seront certainement gênés, si il est certain que ce mois sera utilisé par l'État pour faire des enfants de meilleurs êtres, de meilleures personnes, je pense que les parents comprendront aisément que c'est quelque chose qui en vaut la peine. Maintenant, dans les zones rurales, comme on disait tantôt aussi, il faut tenir compte du fait qu'il y a certains espaces qui sont difficilement accessibles lorsque la campagne pluvieuse s'installe. Cela aussi peut être une difficulté qui doit être prise en compte dans l'application de la mesure. Parce que lorsque, comment on appelle ça, les eaux fluviales empêchent le déplacement des enfants, cela peut devenir dangereux aussi bien pour les enseignants que pour les élèves. Tout ça, ce sont des variantes dont il faut tenir compte, sans oublier qu'il faut absolument que l'on fasse en sorte que l'État soit un espace d'immersion de la vision révolutionnaire que l'on veut construire pour la société de demain. Maintenant, cela peut justifier effectivement leur maintien, mais cela nécessite aussi de réfléchir profondément à la chose pour l'adapter en fonction des environnements où on est. Alors, quand on parle de mois artistique et culturel, concrètement, qu'est-ce qu'on met dedans et qu'est-ce que cela peut apporter aux élèves? J'espère personnellement que ce mois sera meublé, par exemple, d'initiation des enfants à l'agriculture. Parce que vous savez, quand les enfants rentrent auprès de leurs parents en fin mai, ce qu'ils font avec les parents, ce n'est pas vraiment un travail tellement, c'est pas un travail tellement important, mais ils sont initiés par les parents à être utiles dans les années à venir. Parce qu'un enfant qui peut aider les parents lorsqu'il a 10 ans, 15 ans, c'est un enfant qui a appris à aller au champ à partir de 5 ans, 6 ans, 7 ans. Il va au champ, il joue avec la daba, il voit ce que les parents font. Alors, donc, si on veut le garder plus longtemps à l'école, il faut être certain qu'au moins, on peut l'initier à des activités plus ou moins agricoles. On peut avoir des potagers à l'école, on peut faire des activités agricoles avec les enfants. Il faudrait aussi que ce mois soit utilisé pour mieux faire comprendre les valeurs de communauté aux enfants. Les langues. Parce que le fondement de toute culture, c'est la langue. Nous savons que notre école est en français et il faut éviter de renforcer la déculturation en faisant en sorte que nos langues nationales viennent à l'école. Je pense qu'il y a déjà des programmes pilotes au niveau même de ce même ministère pour insérer nos langues au sein de nos écoles. Et ce mois peut être un mois mis à profit en créant un pont entre le mode de vie au village, les langues et cet espace scolaire où les enfants sont constamment dans un bain culturel français avec la langue française, les reconnecter avec leur langue et faire en sorte qu'ils découvrent cet univers culturel, qu'ils découvrent beaucoup de choses de la vie du quotidien au village. Cela peut en tout cas avoir énormément de sens pour un mois artistique et culturel. Alors, pour finir donc avec ce sujet, est-ce qu'on peut voir donc dans cette réforme une nouvelle vision de l'éducation plus tournée donc vers les valeurs culturelles et citoyennes? Personnellement, c'est ce que je vois. Je crois que c'est tout à fait justifié. Parce que, comme on l'a dit, c'est quand on veut former un nouveau être que l'on fait en sorte de le garder plus longtemps à l'école. Mais ce temps pendant lequel on le garde à l'école, il faut faire en sorte de réellement travailler à en faire ces nouveaux êtres. Parce qu'on a 9 mois d'année scolaire normalement, à partir du moment où on commence en octobre. Si l'on va jusqu'en juillet, cela augmente un peu plus. Mais ça doit être un temps qui est mis à profit pour renforcer l'immersion idéologique de l'enfant dans le moule de cette nouvelle société qu'on veut fabriquer. Et il faut donner à ces mois un contenu artistique, réellement artistique et culturel. Et il faut surtout s'éloigner du folklore. Parce que vous savez, très souvent dans nos écoles et dans nos festivals, quand on vous parle d'artistique et de culturel, c'est très souvent des ballets, des chants et même de la nourriture. Non, c'est pas ça la culture. La culture, c'est un mode de vie, c'est une vision du monde. Et on le trouve dans le mode de vie des gens du village. Bon, on le trouve aussi en ville, mais l'école doit devenir cet espace qui fait en sorte que l'enfant se sente dans le bain de la communauté. Et c'est ça qu'on appelle véritablement culture. Merci beaucoup. Voilà qui est bien dit. À présent, direction donc au Niger. Les autorités nigériennes ont suspendu 9 médias pour des manquements jugés graves aux règles professionnelles. Une décision donc qui suscite de nombreuses réactions et relance donc le débat sur l'équilibre entre régulation des médias et liberté donc de la presse dans un contexte sécuritaire et politique sensible au Sahel. Alors, Monsieur Konaté, que reprochent exactement les autorités nigériennes à ces 9 médias
suspendus? Alors, quand vous regardez la liste des médias suspendus, ils sont quasiment tous déjà suspendus dans tous les autres pays de l'AES, avec juste raison. Vous voyez France 24, vous voyez RFI, LSI, voilà, un média poubelle dont il n'est même plus nécessaire de parler. Il y a aussi TV5 qui vient d'être suspendu du Burkina. Et vous verrez que la plupart de ces médias ont eu des temps de grâce au Burkina et au Mali. On les a suspendus une fois, 2 semaines, mais c'était des récidivistes. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne peuvent pas s'amender. Vous voyez, par exemple, TV5, plusieurs fois, le Burkina l'a suspendu 1 semaine, 2 mois, en leur disant, bon, écoutez, ce que vous faites, c'est pas bien, il faut éviter ça. Exact. En essayant de les éduquer. Mais à chaque fois, ils reviennent encore à la charge en faisant pire, de sorte qu'on a été obligé de les suspendre définitivement. Alors, je pense que en s'inspirant quand même de ce processus, le Niger ne pouvait pas se donner en fait le mal de vouloir encore passer par le même chemin, les suspendre 1 semaine, 2 semaines, en attendant qu'ils fassent les mêmes bêtises qu'au Burkina. Non, il fallait y aller d'un coup. Et je crois que c'est tout à fait logique par rapport en tout cas aux 3 dernières années de comportement de ces médias dans le Sahel. Parce que nous avons quand même aujourd'hui la claire conscience qu'il y a une guerre médiatique intense qui est lancée contre l'AES. Et les médias occidentaux, les médias français en particulier, sont des outils qui sont abondamment utilisés par le Quai d'Orsay, parce qu'il faut bien l'admettre, France 24, RFI, TV5, tout cela dépend du Quai d'Orsay, qui n'est même pas un ministère de l'Information, mais un ministère des Affaires étrangères. C'est ce qui est assez anecdotique. Donc, en fait, quand on traite avec ces médias, il ne faut pas avoir l'impression qu'on traite avec la question de l'information ou de liberté. Il faut se dire que l'on est en train de traiter des questions géopolitiques, des questions diplomatiques éventuellement, mais dans la diplomatie, il y a aussi de l'affrontement. Et ces médias sont utilisés pour affronter nos pays. Voilà, bon, évidemment, nous avons aussi nos propres médias qui diffusent notre narratif. Ces médias-là veulent atteindre notre population en essayant d'empoisonner leur compréhension du monde, en essayant de désinformer, de manipuler. Il est tout à fait normal qu'on les mette sur la touche. Ouais. Alors, quel impact ces suspensions peut-elle avoir donc sur ces médias étrangers? Alors bon, l'impact, déjà, ça va les empêcher d'atteindre notre population et d'empoisonner leur compréhension, de les démoraliser. Ça, c'est déjà de prime abord. Parce que ce sont des médias qui sont spécialement conçus pour l'Afrique. Voilà, ce sont des médias qui ne diffusent essentiellement qu'en Afrique. Vous voyez TV5 Afrique, c'est pour l'Afrique. Il y a d'autres versions. Quand vous prenez RFI, c'est essentiellement l'Afrique. Bon, France 24, c'est également l'Afrique. C'est un média qui ne sont même pas diffusé en France. Alors, donc, l'impact déjà, c'est de protéger notre peuple contre les manœuvres subversives visant à les orienter dans une direction contraire à la vision de souveraineté que nous venons construire. Parce qu'aujourd'hui, vous avez bien remarqué que la France voit les quêtes de souveraineté du Sahel comme des menaces plus importantes que le terrorisme. C'est-à-dire qu'elle considère que le terrorisme est plus supportable, plus acceptable que la quête de souveraineté. Alors donc, dans un environnement comme ça, il n'est plus question véritablement il n'est plus simplement question de principe d'information ou d'équilibre de l'information. Parce que nous avons bien vu que l'Occident elle-même, elle se fout royalement des principes d'information équitable et d'équilibre. Elle a éminemment montré par la guerre qui se passe en Ukraine. En un clin d'œil, elle a décidé que la vérité était unique. Et l'unique vérité, c'était que l'Ukraine, elle est gentille, et que la Russie, c'était le méchant, l'ogre, celui qui agresse. Voilà. Mais au Sahel, lorsque les États et les médias ont décidé que le terrorisme, c'était des agresseurs, parce qu'effectivement, ils commettent des crimes innommables, l'Occident et ses médias ont décidé que non, en fait, il faut qu'on donne la parole aux terroristes. Et il ne faut même pas qu'on donne la parole aux États africains. Alors, quand un État africain, à travers ses médias, donne une parole, l'Occident dit que ce n'est pas avéré, ce n'est pas vérifiable. Mais quand les terroristes disent quelque chose, oh oui, ça c'est vrai, c'est très vérifié, il faut absolument faire la diffusion de ça. Bon, vous voyez clairement qu'il y a une conformation, il y a une volonté d'imposer une vision du monde, de légitimer le terrorisme et de délégitimer les dirigeants d'Israël qui veulent la souveraineté. Alors, est-ce qu'on peut dire que cette décision, c'est une manière pour les autorités nigériennes de protéger leur souveraineté? Forcément, parce que quand vous voulez protéger l'état d'esprit de votre population, parce que la souveraineté commence par le savoir s'informer et le savoir s'éduquer, avoir un point de vue propre du monde, voilà, un point de vue qui vous est propre, qui émane de vous-même. Si le prisme par rapport auquel vous analysez votre réalité dépend de quelqu'un d'autre qui vous dit comment penser, comment analyser les choses, il y a un trop gros problème. Désormais, ce sont nos médias qui disent voilà, ce qu'il faut penser d'une question spécifique et c'est par rapport à ça qu'on envisage l'avenir. Merci beaucoup pour ces éclairages, Monsieur Tel Konaté. Je rappelle donc que vous êtes secrétaire général du cadre 2 heures pour Kamita. Merci beaucoup pour ces analyses. Merci.
Voilà donc qui nous conduit à la fin donc de cette émission Décryptage 360. Ce soir encore, l'actualité nous rappelle que derrière chaque décision publique, il y a des enjeux sociaux, éducatifs, politiques et même culturels qui méritent d'être compris en profondeur. Merci donc à notre invité pour ces analyses. Merci surtout à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission de Décryptage 360. D'ici là, restez connectés, restez informés et surtout gardez le réflexe d'analyser l'information au-delà des apparences. Excellente soirée à toutes et à tous. Bonsoir.